Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler dans la continuité de l'analogique, on va parler de l'analogique de sortie. On a parlé un peu d'analogique d'entrée, voir un petit peu comment on était capable de lire les variations de tension au niveau du pin sur notre Arduino. Et bien maintenant je vous propose de faire un petit peu l'inverse, c'est-à-dire de générer une tension qui va varier. Donc pour ça, ça va être largement plus compliqué. Bon, largement, j'exagère peut-être un petit peu quand même. Ça va être un poil plus compliqué puisque on va avoir besoin de pins spéciaux qui sont des pins PWM. Donc on va voir vraiment ce que c'est la PWM. C'est hyper important de bien comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, on essaiera de faire en sorte pour faire fonctionner un moteur à courant continu. Alors je sais pas trop si on va le faire parce qu'il consomme presque 40 mAh et que le niveau des pins, j'ai pas pris ce qu'il fallait parce qu'il faut faire un transistor, etc. normalement. Donc sinon, le but, je pense, on va plus faire varier l'intensité de cette LED en fonction de ce potentiomètre là et voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'oscilloscope niveau PWM, donc voir ce qui se passe physiquement quand on fait varier de la PWM, quand on génère une PWM, ce genre de choses. Sur ce, on est parti. Donc la première chose, quand on regarde un Atmega, la datasheet, on a cette image qui nous est donnée et qui va représenter un petit peu toutes les sorties. Donc là, vous n'avez pas, vous avez pas que les sorties de l'Arduino, vous avez vraiment toutes les sorties. Donc par exemple, sur notre Arduino, ces sorties-là, vous ne les voyez pas. Celle-ci, vous ne la voyez pas non plus, enfin c'est le bouton, et surtout c'est ces deux-là que vous ne voyez pas du tout. Donc là, on le voit assez facilement. Là, on voit PD0, PD1, etc. C'est pin digital 0, pin digital 2, pin digital 3, etc. Ainsi de suite, jusqu'à 5, 6, 7. Et là, ça devient des pins digitaux un petit peu plus particuliers, puisque c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est à partir de c'est 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça commence là et ça finit là. Et ensuite, ici, on a tous nos pins analogiques. Donc, nos pins analogiques, on en avait parlé, c'est les petits pins qui sont ici. Et tous nos pins numériques, c'est les pins qui sont tout ici. Hop, les pins analogiques, hop, c'est ceux qui sont là. Donc, globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir uniquement certains pins qu'on va pouvoir utiliser en analogique de sortie. Donc, ces certains pins, c'est des pins où, sur ce schéma, on a les OC par exemple. Donc, on va avoir OC2B, donc on va avoir le pin digital 3, on va avoir le pin digital 5, le pin digital 6, le pin digital 9, 10 et 11. Donc là, si on regarde un petit peu au niveau de notre Arduino, hop, pour essayer de faire une mise au point pas trop dégueulasse, on voit bien qu'on a, j'ai dit une mise au point pas trop dégueulasse, voilà, on voit bien qu'au niveau de pin 3, 5, 6, 9, 11 et 12, 10 et 11, pardon, on a bien la PWM. Donc en fait, les pins PWM, c'est les pins avec le petit tilde dessus. Alors c'est l'espèce de truc de l'accent espagnol chelou. Et donc tous ces pins-là, ça veut dire que ce sont des pins compatibles PWM. Mais bon, on parle de PWM depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est réellement la PWM? La PWM, ça vient un petit peu de l'anglais Pulse Width Modulation, qui est en fait de la modulation de largeur d'impulsion. Donc déjà là, ça commence à partir un peu en couille, vous me direz, mais au final, c'est très très simple à comprendre. Tout simplement, quand on prend un signal carré de base, donc le signal le carré vraiment de base, c'est ce signal-là. On dit qu'il a un rapport cyclique de 50%. Et en fait, le rapport cyclique, c'est le temps de la période, enfin c'est le temps à l'état O divisé par le temps de la période. Donc globalement, ça veut dire que le temps de la période, comme il le marque ici, c'est le temps qui sépare deux fronts d'onde. C'est-à-dire c'est le temps minimum sur lequel le motif se répète. Donc là, on voit que le motif, il commence ici par commencer, il se lève, il y a un temps à l'état haut, hop, il descend, temps à l'état bas. Et là, on voit qu'il recommence exactement pareil. Donc là, ça veut dire que la période, elle s'étend de là à là. Comme ici, elle s'étend de là à là. Et ensuite, la pulse width, je sais pas comment on dit, mon accent anglais est dégueulasse, mais enfin bon, c'est pas grave. Et la pulse width, en fait, ça va être le temps à l'état haut. C'est-à-dire que là, par exemple, je vois que ma période, elle fait tout ça, donc elle va par exemple faire T. Et mon étant à l'état haut, ici, il va faire T sur 2. Je vais donc avoir un rapport cyclique de 50%, comme il le dit. Et donc, globalement, un duty cycle, ça s'appelle rapport cyclique en anglais, ça se dit duty cycle. Et donc là, je l'ai de 10%, 30, 50 et 90%. Donc, bien sûr, il existe le 0%, donc c'est tout à l'état bas, et le 100%, tout à l'état haut. Par exemple, ici, ce qu'on voit sur mon oscilloscope, c'est un rapport cyclique à 2, 4. Alors, attends, que je ne dise pas de conneries. Ici, hop là. C'est un rapport cyclique à 100%. C'est-à-dire qu'il est tout le temps à l'état haut. J'ai 5 volts constant. Alors, faut pas faire gaffe, l'oscilloscope a tendance à un peu déconner, mais c'est pas grave. Et donc, maintenant, quand on regarde un petit peu au niveau de l'analog write, la description de la fonction, on se rend compte que dans la description, elle est 20 fois plus longue que toutes les autres fonctions et c'est hyper chiant parce que c'est écrit en anglais.
Mais il y a quelques petits passages qui nous disent qu'on a en gros une fréquence de PWM qui est environ de 490 Hz et que, donc sur tous les pins, mais par contre que les pins 5 et 6 ont une fréquence de sortie aux environs de 1000 Hz. Donc ce que je vous propose, c'est de suite de vérifier un petit peu la fréquence qu'on a sur le pin numéro 9 de notre Uno, donc qui devrait être de 490 Hz, et de voir un petit peu à quoi ça ressemble en vrai. Donc là, je me suis pas trop embêté au niveau du code. J'ai globalement repris la même chose j'ai globalement repris la même chose, si ce n'est que là, je n'utilise pas donc j'ai pas pris de LED. J'ai juste foutu mon oscilloscope directement. Donc, au niveau du code, on est parti. Donc, on reprend un petit peu le code qu'on avait avant. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé lors de la précédente vidéo, je vous invite à le faire. Et sinon, bon, là, on déclare notre potentiomètre qui est. Alors, forcément, hop, j'ai bougé donc on voit plus. Notre potentiomètre qui est ici. Notre Arduino qui est là. Donc, potentiomètre qui est connecté au pin A0. Donc, au pin 0. On démarre notre série pour voir un petit peu ce qui se passe. On lit la valeur du potentiomètre. On écrit la valeur en volts. Et on attend un petit peu. Donc là, tout ce qu'on a rajouté, c'est. On va rajouter const int et on va rajouter pinout. C'est un peu con comme nom, mais ça fera l'affaire. C'est le numéro 9. Ici, je dis que je veux un pin mode sur pinout et je veux qu'il soit que ce soit out. Je veux que ce soit une sortie. Et enfin, tout ce que j'ai à faire, c'est faire un petit analog write de mon pin, qui est pinout, et de ma value. Alors là, si vous avez bien fait attention à quand on a lu, on voit ici que la valeur, donc dans les paramètres, j'ai bien le pin en sortie, donc ça jusque là rien de compliqué, mais on voit aussi que j'ai la value, mais que la value, elle oscille entre 0 et 255. En effet, mon rapport cyclique va être codé sur 8 bits. Alors que ma lecture va être codée, enfin ma lecture, ce que j'appelle ma lecture, c'est-à-dire ça, le retour de cette fonction-là est codé sur 10 bits. Donc ça veut dire que je dois soit faire un décalage binaire, etc., un truc hyper compliqué, soit tout simplement je divise par 4, c'est encore plus, c'est le plus simple. Mais donc là, c'est tout simplement ce que je vais faire, je divise par 4. Hop, on compile, on upload. Alors j'ai déjà uploadé, donc on va un peu tricher parce que j'ai la flemme de le refaire. Et en plus, j'ai oublié une petite erreur. J'ai bien fait de pas tricher. Hop là, voilà. Donc c'est uploadé, et donc maintenant quand on regarde au niveau de notre oscilloscope, ici j'ai un rapport cyclique. Alors ce que je voulais sortir c'était ça. Hop. Ici on voit, alors j'ai 5,01, me demandez pas pourquoi, je n'ai aucune foutue idée. Mais on voit ici que j'ai donc 5 volts, et que si je fais varier un petit peu tout, je descends donc à ce niveau-là, je descends bien jusqu'à 0 volts. Et si on regarde maintenant l'oscilloscope, donc ça va être un peu plus compliqué d'essayer de rapprocher l'oscilloscope et de faire la mise au point dessus. Voilà. Si on rapproche un petit peu l'oscillo, on voit bien que plus ici je me rapproche de 0, plus le temps à l'état haut est court, et plus je me rapproche de 5 volts, plus le temps à l'état haut est grand. Et donc là, on a bien une PWM qui est générée. Alors maintenant, on va s'amuser à vérifier la fréquence. Si je passe en 1 milliseconde, alors c'est un peu compliqué avec 1 milliseconde. Ouais. On va juste décaler en expose afin. Donc là c'est de la mesure classique. J'ai un oscilloscope numérique, donc analogique, pardon, donc c'est un peu compliqué. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4, 0, 5. J'ai donc 2 millisecondes. 2 millisecondes. Petit calcul rapide. 1 sur 2 fois 10 moins 3. J'ai 500 Hz. Donc ce qui veut dire que, aux erreurs de mesure près, sachant que j'ai un oscilloscope analogique et compagnie, aux erreurs de mesure près, ça respecte bien ce qui me dit dans la documentation de mon pin hop, qui nous dit qu'on devait être 490 Hz. Donc en effet, là je suis pas tout à fait au bout et là je dépasse un petit peu, donc avec les erreurs de mesure ça fait 490 Hz. Donc pour vraiment avoir la vraie valeur réelle, il faudrait s'amuser à prendre un vrai oscilloscope numérique, mettre les curseurs comme il faut, et je pense qu'on devrait obtenir aux alentours de 490 Hz avec une certaine erreur de mesure. Déjà là on a juste 10 Hz de différence, on voit quand même qu'on est dans les clous, qu'il n'y a pas de problème. Et on voit ici donc que je peux faire varier mon temps à l'état haut. Hop, alors, du coup forcément il refait la mise au point sur ma main. Il refait mon temps à l'état haut constamment. Hop, hop, hop. Et donc ça maintenant, tout ce que j'avais envie de faire, c'est de l'appliquer à une LED. Sauf que vous allez sans doute me dire, ouais mais attends, il y a un souci, parce que là ça clignote, c'est pas vraiment une tension. Et vous avez tout à fait raison.
L'avantage que je vais avoir avec une LED, c'est que je vais pas avoir besoin de m'embêter avec un circuit annexe de filtrage. Pourquoi? Parce qu'en fait, la LED, elle va clignoter simplement. Et l'avantage qu'elle va avoir en clignotant, c'est jamais vraiment être, on va jamais vraiment l'avoir éteinte. Alors pourquoi on va jamais vraiment l'avoir éteinte? Ça, c'est dû à la persistance rétinienne. C'est quelque chose d'assez compliqué, mais qui peut se traduire simplement par le fait que l'œil, eh bien, il a un certain temps de rafraîchissement. Donc c'est-à-dire qu'il est capable de récupérer des images que toutes les 1/24e de seconde. Quelque chose comme ça, je crois, 24 Hz ou ici, 1/24e de seconde. Et le problème, enfin l'avantage de ça, c'est que si on fait changer ça, si on fait osciller enfin si on fait clignoter la LED, je vais y arriver, si on fait clignoter la LED plus rapidement que ces 24 Hz, donc beaucoup plus rapidement, mais on ne voit pas la LED clignoter. Et là, c'est ce qu'on va utiliser pour faire clignoter notre LED sans problème. Mais par contre, si on veut vraiment avoir une tension analogique sur un moteur par exemple, où on peut vraiment pas faire ça, parce que là on va se rendre compte assez rapidement. D'ailleurs, je pense qu'on peut peut-être faire le test si je chope mon moteur correctement. Hop. Nous sommes là pour expérimenter, donc expérimentons. Hop, on fout ça sur le moins et on fout ça sur le plus. Alors, je vais perdre. On va peut-être pas perdre le silo. Je vais peut-être perdre le silo un instant. Bon, il n'a pas du tout la force suffisante pour faire démarrer le moteur, ce qui est compréhensible. Et on voit en plus qu'au niveau. Voilà. Hop là. Donc là, on voit par exemple. Alors là, ça se voit pas vraiment, dans le sens où le moteur il force pas. Donc, par contre, on voit les effets de. Alors là, c'est pour ceux qui font un peu plus d'électronique, c'est les effets parce que j'ai une bobine, donc du coup j'ai un déphasage, ça lisse mon courant. Ça fait un petit truc un peu bizarre. Et voilà, rien de compliqué. Donc là, on se rend compte que pourtant ça a l'air assez lisse. Et en fait, voilà, le problème c'est que je peux pas trop forcer. Et là, on va se rendre compte, voilà, quand on arrête un petit peu, quand on met les doigts dessus, on se rend compte que ça saccade énormément. Et ça, c'est dû au fait que. Alors, j'ai débranché le moteur, ça fait un peu dégueulasse déjà. Et c'est dû au fait que par exemple, là, le moteur il va tourner parce qu'il va avoir une tension, mais là, le moteur il va pas tourner parce qu'il a plus de tension. Et ça, c'est le problème qu'on a là-dessus, c'est que on s'en rend pas bien compte avec une LED parce que la LED, on n'a pas le temps de le voir. Mais par contre, on s'en rend très très rapidement compte avec un moteur, puisque le moteur, lui, on a le temps de le sentir, le temps de le voir. Et ça fait un rendu qui est pas très fluide, pas très net. Alors la solution, c'est soit d'augmenter énormément la fréquence pour avoir quelque chose qui ne clignote entre guillemets pas du tout, soit c'est d'utiliser un condensateur. Donc hop, on va caler un petit condensateur. Bon, alors petit, j'exagère peut-être un petit peu parce que c'est un énorme condensateur en vrai. C'est parce qu'avec un petit condensateur, on voit pas vraiment. Alors là, on le voit quand même encore un petit peu, c'est parce que le condensateur n'est pas suffisamment gros pour qu'on ne le voie plus du tout. Mais on voit que si. Alors on va tricher un petit peu, on va lisser la tension, augmenter l'intensité, ramener ça là. Hop là. On voit ici que j'ai lissé, entre guillemets, lissé ma tension, et que si je fais varier, hop, si je fais varier mon rapport cyclique, on voit bien que j'ai une tension continue qui oscille entre 0 et 5 volts. Et donc là, si je branche mon moteur dessus, j'ai bien quelque chose qui ne clignote pas du tout. Le problème, c'est que ça nécessite d'avoir un système de filtrage derrière, ce qui n'est pas forcément adéquat. Donc là, par conséquent, j'ai un énorme condensateur qui permet de lisser le signal. Donc je triche un petit peu. Parce qu'en fait, si je mets pas le gros condensateur, alors là, c'est parce que je suis à fond, c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence. Mais si je mets pas un gros condensateur, mais plutôt un petit condensateur, donc par exemple un condensateur comme ça, on va bien voir ce qu'on appelle la charge-décharge du condensateur. Donc c'est assez drôle à regarder, ça fait des petits triangles chelous, hop là. Voilà, donc là ce que je regarde, c'est en fait le fait que mon condensateur il va se charger. Donc comment il va se charger? Il va se charger quand mon signal il va être à l'état haut, c'est-à-dire que là il va se charger, tout ce temps-là il va se charger, sauf que ça tire un peu de courant, elle n'est pas capable de débiter, donc il y a ce qu'on appelle un filtre RC. Bon, ça c'est hyper compliqué, enfin c'est hyper compliqué, non c'est simple, mais c'est un peu avancé, mais c'est pour bien que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc là on va avoir quelque chose qui va monter comme ça, sauf que là on n'a plus de courant, donc là le condensateur va se décharger dans le pin. Et c'est ce qui fait ces espèces de petits triangles. Bref, maintenant qu'on a parlé de la PWM, ce que je vous propose de faire, c'est directement de voir comment on peut faire ça au niveau d'une LED. Donc là, on va pas s'embêter trop. Oups là, je tourne un peu la caméra. On va pas s'embêter trop, hein. On va enlever l'oscilloscope parce qu'on en a plus besoin. Ah, tiens, d'ailleurs, ils sont. Ah bah oui, je suis con, je suis relié à l'ordi. Donc, j'ai une LED et tout ce que je vais avoir à faire, c'est la connecter dans le bon sens, sans faire trop de conneries. Hop là. La connecter dans le bon sens. Et là, on remarque quoi? On remarque par exemple que plus je vais tourner. Alors, je sais pas si on voit énormément parce que
si on le voit. Il faut que je fasse gaffe parce que là elle prend 5 volts dans la gueule, la petite, elle doit pas trop kiffer ça. Et donc en fait là tout simplement tout ce qui se passe c'est que ici, alors c'est le trigger qui a un peu du mal, hop là, voilà. Donc en fait là ce qui se passe c'est qu'ici je fais varier mon rapport cyclique ici comme on le voit, donc là il est très petit donc j'ai une tension perçue par la LED qui est très faible. Alors la fréquence de capture de mon téléphone n'est pas suffisamment grande pour que je fasse un ralenti et vraiment qu'on voie la LED clignoter. Mais on a l'avantage, c'est que derrière on a l'oscilloscope et l'oscilloscope lui ne ment pas et on sait vraiment que ça clignote. Alors normalement vous pouvez essayer chez vous. Hop. Il y a un certain moment où on voit la LED clignoter plus ou moins. Donc ça, ce que je vous propose de faire, tout simplement, c'est d'essayer chez vous, vous amusez à prendre la LED, vous faites tourner le potentiomètre et vous allez voir au bout d'un moment la LED clignoter. Et donc là, on voit bien que la luminosité varie. Et bien c'est tout simplement ça qu'on a besoin de faire. C'est-à-dire que juste avec ça, on peut s'amuser à faire varier l'intensité d'une LED. Donc ça, c'est des programmes assez simples. C'est-à-dire que on a quoi, voilà, on a 20 lignes de code à peine. Et encore, j'ai 8 milliards de retours à la ligne. Donc on va avoir une quinzaine de lignes et encore, même pas 14, 13, 12. Ouais, 12, une douzaine de lignes de code. Et avec une douzaine de lignes de code, je suis capable de faire un potentiomètre comme ça qui est capable de faire varier un petit peu tout. C'est-à-dire qu'il est capable de faire varier l'intensité d'une LED, la vitesse d'un moteur, ce genre de choses. Donc là, vous me dites, ouais, mais au niveau d'une LED, c'est un peu débile. Tout simplement, ce que je peux faire, c'est au lieu de passer par, par le potentiomètre, je peux juste, enfin passer par l'Arduino, je peux directement relier le potentiomètre à l'Arduino et faire ça comme ça. C'est vrai, mais l'avantage qu'on a comme ça, c'est que d'une, on peut faire varier de manière non linéaire le système. Donc c'est-à-dire que par exemple, je peux imaginer sur mon code avoir une sorte de tableau, c'est-à-dire un tableau où pour chaque valeur du potentiomètre, donc bien sûr il faut ramener des valeurs à des trucs pas énormes, hein, mais pour chaque valeur du potentiomètre avoir quelque chose de logarithmique, c'est-à-dire que il va falloir vraiment que j'aille à fond, ça va vraiment être à fond, mais par contre quand je vais baisser, ça va baisser très 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 doucement jusqu'au tout début où ça va être très petit. Donc quelque chose d'exponentiel, c'est-à-dire qu'au début ça va être très petit, mais à la fin, dès que je vais monter d'un seul cran, ça va monter énormément. Et ça c'est surtout énormément utilisé en radiocommande, surtout en radiocommande avionique. Pourquoi? Parce que généralement quand on a quelque chose avec des hélices ou ce genre de bêtises, pour faire démarrer l'avion c'est hyper compliqué, c'est-à-dire qu'il faut mettre le moteur plein gaz et après du coup c'est un petit peu dur, c'est-à-dire qu'on doit mettre plein gaz, après on doit revenir presque à zéro pour éviter que ça parte un peu en couille. Et là c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils utilisent ce genre de choses, bon c'est aussi parce qu'ils doivent numériser le signal, le transmettre, etc. Mais c'est aussi pour ça qu'on utilise ça. Ça va permettre de non seulement de numériser le signal, mais en plus derrière de changer la valeur du potentiomètre un peu comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'au lieu de faire varier le potentiomètre comme ça de manière linéaire, donc là c'est linéaire, c'est-à-dire que ici je suis à 0, hop, ici je suis à 100% et au milieu je suis à 50%, alors qu'en logarithmique c'est pas du tout comme ça. Et aussi le second avantage de passer par là, c'est que si on veut commander des moteurs qui tirent beaucoup plus de courant, donc je pense par exemple à des moteurs brushless pour ceux qui font du modélisme, ou des moteurs ou des servomoteurs par exemple, ça va déjà être beaucoup plus compliqué à faire fonctionner à faire fonctionner comme ça, puisqu'un servomoteur il fonctionne exclusivement à partir de la PWM. Et hop, alors je sais pas si donc un servomoteur ça ressemble à ça. Donc c'est des petits moteurs donc, qui ont une force énorme, mais qui sont même pas capables de faire un tour pour la plupart. Et en fait, c'est juste avec des servomoteurs qui vont être capables, par exemple, donc en avion, sur la radiocommande de voiture, contrôler la direction. Si vous avez du RC motorisé en essence, ça va permettre de contrôler l'accélération. Si vous avez des avions, des avions, ça va permettre de contrôler l'inclinaison des volets, le pan, le tilt, ce genre de bêtises. Si vous avez des hélicoptères, ça va contrôler l'inclinaison de la pale afin de produire plus ou moins de poussée. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, ce truc, c'est l'un des composants mécatroniques entre guillemets les plus utilisés dans la robotique. C'est vraiment hyper important de bien savoir le manier, bien savoir comment ça fonctionne. Donc à l'intérieur, c'est juste un moteur et des engrenages. euh, et un système aussi de savoir un peu où il en est au niveau de sa course. C'est-à-dire qu'il sait constamment, le moteur intérieur, il sait constamment à quel degré. Donc là, par exemple, vous avez le 0 degré du moteur. Et par exemple, si je tourne à la main et que là je le branche, c'est exactement où lui est. Donc en fait, si vous voulez, je peux le tourner même à l'arrêt, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est sur des servomoteurs qui ont quand même une certaine,
c'est une certaine gamme de servomoteurs. Les servomoteurs de base ne savent pas du tout où ils sont. C'est-à-dire que si jamais vous les connectez et que vous les avez déjà tourné à 180 degrés, vous dites de tourner à 180 degrés, il va essayer de tourner à 360 et là vous bousillez le servomoteur. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus maintenant sur le fonctionnement de la PWM. Donc on a vu c'est un poil compliqué, mais au final ça reste quand même quelque chose de super simple, de super agréable à comprendre. Et là c'est vraiment sur ce genre de choses qu'on commence vraiment à rentrer dans de l'électronique, j'allais dire de pointe, mais pas vraiment, sur de l'électronique un petit peu poussée, de voir comment on est capable juste avec du numérique, comment on est capable de reproduire de l'analogique, et inversement comment on est capable de passer du numérique à l'analogique, de l'analogique au numérique, ainsi de suite, et ainsi de suite. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.